Alors, est-ce que vous avez des questions? Je suis sûre qu'il y a plein de questions. Juste une petite question. Que va devenir le secteur privé qui s'est beaucoup développé alors? Je pense qu'il y a possibilité pour des gens qui ont des ressources d'essayer toujours de se tourner vers un secteur qui continuera peut-être à être staffé. C'est ça la grosse problématique. Attirer du personnel qui va continuer à faire tourner les structures publiques. L'enjeu, c'est les financements, des salaires, le financement du matériel. Donc voilà, tout ce qui a été soutenu par les bailleurs internationaux, par le système de package de santé primaire ou de santé secondaire pour le secteur public. Là, grosse question, qui va continuer à payer, comment ça va être... comment ça va aller jusqu'aux bénéficiaires. Donc il y a quand même des acteurs qui pensent à faire ça. Donc voilà, nous en tête, on a quand même le fait de, vu la situation, il faut que les gens majoritairement aient accès à un système gratuit ou très très peu cher. Parce que là aujourd'hui, avec la crise bancaire, la crise économique, même des gens qui ont les moyens ont ce problème de pouvoir retirer de l'argent, donc à moins d'avoir tout sous le matelas, ce qui n'est pas le cas. Les gens faisaient confiance aux banques, qui fonctionnaient. donc là, pratiquement, concrètement, même ça, c'est pas possible. Donc voilà, il y a ce qu'on ne sait pas, c'est comment les choses peuvent fonctionner en termes pratiques, même s'il y a des volontés, que ce soit faire de l'argent pour les structures privées ou autres, en termes pratiques, là aujourd'hui c'est quand même beaucoup de blocages pour tout. Moi je rejoins ce que tu dis. Même en Afghanistan, bien sûr, majoritairement, les revenus sont faibles, mais il y a des gens qui ont de l'argent. Mais avec la crise bancaire qui est actuellement, même les gens qui ont de l'argent, les retraits sont limités par semaine. Et donc, il faut se rendre compte que dans les structures, la santé, dans le privé, ça coûte cher. Et que pour pouvoir retirer suffisamment d'argent pour se faire opérer, par exemple, c'est pas évident. Non, mais les personnes qui ont de l'argent ne vont pas quitter le pays? Pardon ? Les personnes qui ont de l'argent ne vont pas quitter le pays? Alors, si quitter l'Afghanistan, c'était si facile, à mon avis, il y a beaucoup d'Afghans qui seraient partis depuis longtemps. Non, c'est que moi, je pense que les gens qui ont eu la possibilité de partir sont partis. Ceux qui sont sur place, c'est qu'ils n'ont pas d'option de départ. Alors, il y a des gens qui ont quand même un intérêt à rester encore, mais partir, c'est pas si évident que ça. Puis partir, pourquoi aussi ? Vous avez évoqué tout à l'heure la formation des médecins, en particulier des chirurgiens et gynéco-obstétriciens. La césarienne semble être assez prévalente. Alors nous, dans notre hôpital, comme c'est un hôpital privé, il y a une demande d'une patientèle privée d'avoir des césariennes. D'accord, donc c'est pour convenance. Pour différentes raisons. Alors il y a de la convenance aussi, mais il y a aussi la douleur. Et puis il y a, alors je ne sais pas si c'est pour suivre des modèles occidentaux ou autre chose, mais peut-être aussi en termes de sécurité pour l'enfant ou l'enfant en pression. On a aussi des patients qui bénéficient de procréation médicalement assistée, à l'étranger notamment, et qui reviennent avec des grossesses très compliquées, très difficiles, et qui sont en demande d'une césarienne d'emblée. Et à nouveau, si je peux intervenir, dans le secteur privé, ce qui a boosté le fait de demander des césariennes, c'est que ça rapporte. Donc voilà, nous, dans nos structures où les soins effectivement sont gratuits, on a à Dashti-Barchi, à Kaboul par exemple, on avait plus de 30% des grossesses qui venaient accoucher à Dashti-Barchi qui étaient des grossesses compliquées. Mais parce que nos sages-femmes étaient formées à faire des manœuvres et des procédures qui évitaient quand même ensuite de se tourner vers la césarienne, on avait un très faible taux de césarienne. On faisait tout pour l'éviter, pour pas justement avoir un utérus cicatriciel et un risque derrière.
Moi, je pense Ce qui que m'amène à- l'éviter, pardon. excusez-moi, l'éviter, c'est le bon sens. Comme on le sait tous, hein, il y a des taux de césarienne optimaux, c'est-à-dire trop faible, c'est dangereux, trop élevé, c'est pas bon. Pour autant, je pense que dans un pays comme l'Afghanistan, vu le taux de fécondité, il faut privilégier la voie basse plus pour éviter les complications de l'utérus cicatriciel plus tard. Pour autant, il y a l'information qu'on doit aux patients, mais je crois qu'il ne faut pas non plus rentrer dans des situations. Nous, on s'est retrouvés au niveau éthique plusieurs fois à se demander comment on gérait ces demandes de césarienne de convenance. Mais pour autant, je pense que c'est difficile de refuser une demande de césarienne bien expliquée, de la même manière qu'en France, c'est difficile dans certaines situations de refuser. Par contre, Mathilde, moi j'avais fait un topo, on avait fait un topo sur les modes d'accouchement de l'utérus cicatriciel. Il y avait beaucoup de sages-femmes des MSF qui étaient venues et qui font accoucher aussi les bicyclettes avec de très bons taux de succès. Et ça mérite réflexion pour nos pratiques françaises, avec notamment la mesure de l'épaisseur du segment inférieur, qui, de ce qu'elles me disaient de leur expérience, paraissait tout à fait contributive et qu'on n'a jamais retenu pour l'instant en France. C'est fait en Angleterre, mais en France, on n'a jamais trouvé que c'était pertinent. Donc, extrêmement intéressant. Par contre, elle me disait qu'elle ne laissait pas trop le choix aux patients sur le mode d'accouchement. Donc après, c'est des pratiques... voilà, je pense que c'est difficile de savoir quelle est la bonne méthode à adopter. Chaque posture a ses avantages et ses inconvénients. J'étais très étonnée. Les gynéco-obstétriciennes étaient toujours très inquiètes des suites éventuellement procédurales en cas de problème. Et donc, quand les femmes venaient en disant « je veux une césarienne parce que c'est une grossesse précieuse », par exemple, un premier garçon après 4 filles, c'était classique, hein, elles n'osaient pas trop aller contre la volonté des familles. Hein. Quand je dis de la femme, c'est vraiment des familles. Et puis, il y a le fait qu'elles ne maîtrisaient pas les extractions opératoires. Même les ventouses, c'était limite. Il faut savoir qu'en France, on a à peu près un taux, je pense, de 18% d'extraction instrumentale qui diminue de façon assez considérable notre taux de césarienne. Et c'est vrai qu'on a énormément travaillé avec Azada sur la diminution de ce taux de césarienne. Alors Agnès, juste pour revenir sur ce que tu disais, Mathilde, c'est qu'on a aussi joué sur le levier financier. Parce que, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'une césarienne, ça rapporte plus qu'une voie basse. Et donc, du coup, on avait modulé aussi les prix pour inciter à la voie basse aussi. Mais il n'y a pas que ça. Y a-t-il des questions dans la salle ? Ou des réflexions, des commentaires. J'ai vu la présence d'hommes, si j'ai bien compris. Alors, comment est-ce que c'est accepté et que font les hommes c'était dans la chaîne de l'espoir. Alors, comment ça a été... Si je peux me permettre, je réponds, puis je laisserai mes collègues de MSF répondre après. Je voulais raconter encore d'autres anecdotes, mais bon, il fallait quand même aller vite. Quand je suis allée à Robé Balkhi, donc j'étais en premier semestre d'internat, là, il y avait un homme interne en dernier semestre d'internat. J'étais étonnée, c'était le seul homme que j'avais vu dans la maternité là-bas. Et alors, il y en a du côté anesthésique, mais du côté gynéco, c'était le seul que j'avais vu. Et je lui disais, donc je papote un petit peu avec lui, les autres discutaient pas trop avec lui. Et donc je discute et tout, je lui dis, tu fais gynéco et tout. Il me dit, bah oui, ma première femme, elle est morte en couche, alors je fais de la gynéco. Je fais bon, j'ai dit tu peux me montrer 2-3 trucs en salle d'ac. Il me dit en fait, il me dit moi j'ai jamais su. Ah oui, c'était pour les sutures parce que je m'étais retrouvée avec un seul fil. Et je lui dis tu peux me montrer les sutures et tout. Il me dit non, j'ai jamais fait. En fait, on ne le laissait pas rentrer en salle d'accouchement. Donc ça, c'était la nouvelle génération. Par contre, à l'hôpital Robé Balkhi, le professeur, le chef de service, était un homme. Parfaitement formé, il savait opérer, faire l'obstétrique, etc. Donc on voit bien que la dernière génération, il y a eu un frein, en tout cas, à l'accès aux hommes dans les salles d'accouchement. Et nous, la stratégie qu'on a eue dans notre hôpital, c'était côté obstétrique, pas d'hommes, mais côté anesthésie, pas de souci. Ou les pédiatres, pas de souci.
Oui, et alors pour l'accompagnement, moi on a eu des cas, enfin moi j'étais quand même là assez souvent, on a eu des hommes qui sont restés auprès de leurs femmes pendant tout le travail. Alors, c'était pas n'importe quel couple, mais ça existait. Et c'est plutôt moi qui ai dû convaincre les sages-femmes que c'était possible. Parce que ça commence. Alors, il fallait demander aux voisins, machin, si c'était OK, qu'il y ait un homme, etc. Ça ne se faisait pas comme ça, mais ça se faisait. Et c'était beaucoup les sages-femmes qui disaient mais ça, c'est notre domaine, c'est le domaine des femmes, etc. Et je leur disais mais non, c'est le choix de la femme, c'est le choix du couple. Vous avez quelque part pas à vous en mêler, quoi. Voilà. Nous, pour ce qui est du travail des femmes dans les structures hospitalières, alors c'est bien entendu une discussion qu'on a eue dès le lendemain de la prise de pouvoir avec les talibans. On a obtenu, sur l'ensemble de nos projets, l'assurance de pouvoir travailler avec du personnel féminin de la même façon qu'on le faisait avant. Je crois que c'est assez large au niveau pays. Le secteur de la santé, jusqu'à présent, a été le seul à peu près protégé, ou en tout cas assuré, ou en tout cas en termes de recommandations centrales. Après, il peut y avoir une décentralisation de certaines décisions et de prises d'initiatives. Mais en tout cas, nous, sur nos zones d'intervention, c'est quelque chose qu'on a pu et qu'on peut continuer d'obtenir. Ce qui est absolument décisif, parce que pas seulement pour les activités gynéco-ops, d'ailleurs, je reviens sur le centre de NUT à Hérat, on a majoritairement des femmes, parce que les enfants sont souvent accompagnés d'une accompagnante femme et que le personnel féminin est prédominant dans ce type de structure. Donc, heureusement, c'est pour l'instant quelque chose qui tient. On a bien l'intention que ça continue. Oui, je voulais donc effectivement, comme disait Emmanuel, là aujourd'hui, on peut continuer à travailler avec des équipes avec des femmes et aussi avec des équipes mixtes. Et on a toujours travaillé avec des équipes mixtes. Alors les sages-femmes, enfin sages-hommes, en Afghanistan, il y en a pas, on n'en avait pas, mais par contre des infirmiers qui travaillaient dans nos maternités avec les femmes, des anesthésistes, des pédiatres, tout était. C'était des équipes mixtes. Et je voulais juste partager une anecdote que Agnès connaît d'un de nos pédiatres qui participait à un colloque à Kaboul où il présentait la technique du kangourou, du pot à pot pour les bébés. Et dans l'assistance des hommes qui demandent mais est-ce que nous aussi on pourrait le faire, est-ce qu'on aurait le droit, est-ce qu'on peut le faire? Donc voilà, il y a quand même il y a une belle ouverture d'esprit. Moi j'avais une question concernant justement la formation. Quid des écoles de sages-femmes? Est-ce que vous pensez que ça va être maintenu ou... Là, aujourd'hui, je ne saurais pas dire. Sur le précédent gouvernement, de 1996 à 2001, les écoles de sages-femmes avaient été fermées. C'était vraiment la formation qui était la plus taboue. Voilà, la faculté de médecine avait continué à fonctionner. C'était difficile pour les femmes. Il y avait quand même eu une certaine résistance. Et la première femme ministre de la Santé était justement professeure de médecine et chirurgienne dans l'hôpital militaire et avait négocié à continuer à travailler avec les talibans. Mais bon, voilà, l'éducation des femmes sous les talibans et en particulier les écoles de sages-femmes, ça c'était niette. Donc là, aujourd'hui, comme toutes les autres écoles et facultés, l'accès est très, très compromis et compliqué pour les femmes. Ils ont annoncé récemment que le secondaire allait être fermé pour les femmes. Vous y êtes retourné? Donc il faut pousser... Vous êtes retourné en Afghanistan depuis l'arrivée des talibans ou pas? Emmanuel? Oui, je suis rentré il y a quelques semaines. D'accord. Alors, les dernières informations que j'ai, mais je pense que ce serait vraiment à confirmer, c'était nos équipes à Kaboul qui nous disaient qu'il y avait une intention, je ne sais pas si c'est en cours ou sur le point d'être fait, de rouvrir les écoles de sages-femmes de Kandahar au sud-est et de Mazar-e-Sharif au nord. Mais je rejoins ce que dit Mathilde, même si les écoles rouvrent, et on espère qu'elles vont le refaire, il faut s'assurer qu'il y ait une continuité depuis le plus jeune âge. Il ne s'agit pas d'ouvrir une école de sage-femme si les femmes ne peuvent pas arriver au niveau... Et je crois que jusqu'à présent, les écoles de filles sont restées ouvertes dans certaines provinces de 6 à 12 ans. Le problème, c'est la rupture après 12 ans. Voilà.
pense qu'on va devoir conclure, Henri-Jean. Non, je pense que l'enseignement en ligne est impossible aussi. Bon, tout est coupé, quoi. Eh ben, je suis pas. Il y a Carole Mann qui est en train de lancer. Elle va vous présenter son projet. Oui, merci. Oui, avec quelques réfugiés afghans récemment, on a lancé l'université afghane en exil. Et il s'agit donc de spécialistes. On n'en a pas beaucoup, parce que ça fait 3 semaines qu'on fait des cours. Alors, j'ai trouvé quelqu'un qui fait de la littérature persane, un autre de l'informatique, un 3e qui fait du citizen journalism. C'est assez osé, donc il y a des dissidents. Et puis, on essaie de le faire. Alors, on a beaucoup de problèmes. Enfin, les problèmes qu'on a, en particulier, c'est que c'est surtout les garçons qui se sont inscrits, parce qu'avec le manque d'argent, ce sont les garçons qui ont le téléphone de la maison. Alors, on a mis sur notre page Facebook, vous pouvez y aller, s'il vous plaît, partagez le cours avec vos sœurs. Donc, ça commence à venir et on va avoir des cours d'anglais. Enfin, il y a différentes choses qui se mettent en place. Le tout, enfin, les problèmes actuels sont liés à l'Internet, le manque d'argent. Mais sinon, ça peut marcher, hein. On l'a vu. Alors, on essaie d'étendre. J'ajoute, parce que j'imagine qu'il n'y a pas des talibans dans la salle, mais bon, j'espère. En même temps, on met en place des cours exactement comme à l'époque des talibans, des institutrices qui ont perdu leur boulot. Elles sont en train de courageusement rassembler des élèves. Et l'idée, c'est de les payer directement, parce que j'ai déjà entendu cette objection d'association sur place. Il n'y a pas d'association sur place. Donc, les risques que prennent les institutrices sur place, c'est qu'au bout d'un mois, parce que le mois vient de commencer pour elles, elles iront à Western Union en espérant que c'est à nouveau ouvert. Ça a été ouvert, c'est fermé. Bon, j'espère que c'est ouvert. Et qu'elles iront chercher leur salaire. Et bon, il y a des risques, mais il semble qu'elles soient moins inquiètes que nous pour ça. Donc, pour répondre, l'enseignement en ligne est possible, et dès que les associations pourront mettre un pied là-dedans, on pourra peut-être distribuer des tablettes, des choses comme ça, et des subventions pour des abonnements Internet. C'est possible, à une toute petite échelle. C'est déjà la recherche des fonds, mais ça, c'est une autre histoire. Et on espère, et c'est pourquoi Azada en a parlé, étendre ça à des cours d'hygiène, éventuellement des cours pour des aides sages-femmes au plus bas niveau. C'est à voir, c'est à mettre en place. C'est un tout nouveau projet. Alors, voilà, je serais heureuse d'en discuter avec vous quand vous voulez. Oui, c'est d'autant qu'avec Anne Sarrazin, qui est par là, qui est ici, là, on avait monté il y a quelques années un enseignement en ligne au niveau licence des sages-femmes, en fait. Le niveau licence pour les étudiants de sages-femmes, qui s'appelait l'Université maïeutique francophone. Ah oui, j'ai vu les liens. Parce que j'enseigne à Dijon, à l'école de sage-femme. J'avais visité c'était intéressant. On peut peut-être se resservir de cet outil qui était qui comportait beaucoup de documents pédagogiques, puisque ça faisait tout le niveau licence. C'est super bien fait. Alors le problème, c'est que c'est en français. Donc il faudra nous, on fait Dari Pashto. Mais on ne connaît pas trop le Non, mais ça me paraît absolument essentiel que tout ce qu'on fait, et j'ai demandé des PDF, c'est enregistré sur une télé YouTube pour qu'il reste quelque chose. Le Dari Pashto. Non, mais peut-être que ça pourrait être un élément de réflexion, en tout cas, parce que si la catastrophe continue pendant quelques temps. Non, il faut qu'on fasse quelque chose. Et il y a les moyens. Les talibans ne vont pas couper Internet comme ça. Et sinon, les Afghans vont devenir exactement comme leurs voisins iraniens, des experts en VPN, en détournement. Ce sont des as en Iran. Bon, en tout cas, dans les grandes villes, l'accès Internet, il n'y a pas de souci, c'est juste payer l'abonnement téléphonique. Oui. Mais en province, moi, les quelques villes que j'ai visitées, les plus petites villes, il y avait des accès Internet, mais je ne sais pas au sein des... quel est l'accès sur les smartphones, parce qu'à Kaboul, presque tout le monde a son smartphone avec un accès, c'est impressionnant. Hein. Oui, même dans les zones... Même, à la minute... Comme ils sont à court d'argent, ils ne peuvent peut-être pas payer les abonnements. De priorité. L'abonnement passe plutôt dans le WhatsApp des conversations
enfin à l'étranger et ainsi de suite. Mais donc c'est à voir. Donc s'il y a une aide de ce côté-là, on peut vraiment mettre quelque chose en place. Et non, mais pour revenir, il y a un problème, c'est trouver une accréditation avec une université française. J'ai essayé de faire ça avec la mienne, Paris 8, donc non, on ne peut pas. Mais c'est absolument essentiel, si on met des cours en place, d'avoir une sorte de certificat, quelque chose, parce que bon, il faut que ça figure sur un CV, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Donc avis à qui que ce soit qui est au ministère de l'Éducation. Voilà.